Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux et nombreuses avec nous aujourd'hui. Euh, on me voit, on m'entend bien, c'est bon? Ok, super. Alors, déjà, on est ravis de vous compter nombreux et nombreux. On a reçu plus de 3000 inscriptions à ce webinaire, ce qui est un record pour le Shift Project. On sent que ce sujet de l'agriculture est vraiment un sujet de préoccupation et donc on est ravis d'être avec vous. On va vous présenter donc le rapport intermédiaire pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère. C'est un rapport intermédiaire qui a été publié sur le site du Shift Project, donc vous pouvez déjà accéder au rapport. Si on regarde ensemble le programme de ce webinaire, donc nous allons tout de suite donner la parole à Jean-Marc Jancovici pour un mot d'introduction. Ensuite, l'équipe agriculture du Shift Project va vous présenter le rapport. On aura donc différents intervenants qui se relayeront. Puis on aura un éclairage de Sophie Devienne, professeure d'agriculture comparée et développement agricole, qui nous fera un éclairage sur les implications socio-économiques à l'adaptation donc du secteur agricole. Ensuite, nous aurons une table ronde avec quatre intervenants et intervenantes justement pour parler de la préparation du secteur à faire face aux vulnérabilités physiques. Donc, nous aurons avec nous Serge Zaka, ingénieur agronome, docteur en agroclimatologie et photographe, Adrien Lefebvre, éleveur laitier, président de l'APLI, l'Association des producteurs de lait indépendants et administrateur de Fer France, Diane Mazur, agricultrice présidente de l'APAD, l'Association pour la promotion d'une agriculture durable, et enfin Jean-François Delettre, agriculteur et président de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Et enfin, à 16h10, on pourra conclure ce webinaire et on passera ensuite aux ateliers collaboratifs. Alors, on a eu énormément d'inscriptions à ces ateliers collaboratifs. On n'a pas pu vous permettre à toutes et à tous de contribuer, mais vous pouvez contribuer par ailleurs en nous faisant vos commentaires, vos retours. N'hésitez vraiment pas à enrichir. Le rapport intermédiaire, c'est une version qui est justement faite pour ça, pour recevoir vos contributions. Et pendant tout le long du webinaire, vous pourrez répondre, vous pourrez poser vos questions via l'onglet Q&R de Zoom. Nous y répondrons donc au maximum par écrit pendant le webinaire et à la fin, on aura un temps de questions-réponses à 15h55. Le replay du webinaire sera accessible sur le site du Shift Project juste après l'événement et sur Facebook également, sur notre page Facebook. Et enfin, les slides qui vous sont présentés seront également mis en ligne sur le site du Shift dans quelques jours. Voilà, je vais tout de suite passer la parole donc à Jean-Marc Jancovici, président du Shift Project, et je vous dis à tout à l'heure. Jean-Marc, c'est à toi. Merci Emma et bonjour à toutes et à tous. Alors, comme j'utilise un ordinateur qui est à peu près aussi vieux que moi, il n'est pas exclu que vous ayez à monter un peu le son de votre ordinateur pour entendre ce que je raconte, parce qu'il paraît que la performance technique de ma bête n'est tout à fait au rendez-vous. Maintenant qu'on vous a présenté l'essentiel, moi je vais vous parler un tout petit peu de l'accessoire, c'est-à-dire qu'est-ce que nous faisons au Shift pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, et pourquoi est-ce qu'on a eu envie de s'intéresser à l'agriculture et dans quel cadre physique, j'ai envie de dire, physico-biologique, physico-biologico-climatique, je ne sais pas comment choisir, cette affaire s'inscrit. Alors le Shift Project est une association qui est née en 2010, je crois que Clémence plus tard vous donnera quelques détails supplémentaires, et qui a vocation à militer pour la décarbonation de l'économie en s'appuyant sur des gens qui vont devoir faire le boulot. C'est ça l'idée. Donc, quel que soit le secteur dans lequel nous faisons des propositions où nous avons un travail, la méthode est toujours la même. On essaye de se trouver au sein des secteurs des gens qui ont envie de s'intéresser à l'angle qui est le nôtre, c'est-à-dire la décarbonation de leur secteur, et on travaille ensemble jusqu'au moment où on arrive à formuler des propositions dont on n'est pas trop, on va dire, et qu'on est capable de mettre dans l'espace public. Le Shift est financé par des entreprises, par un peu la puissance publique, on a des organismes publics qui nous financent, par des fondations et par des financements affectés sur projet. Mais ça n'est pas le cas de l'agriculture où nous avons développé, enfin exactement, nous poursuivons ces travaux entièrement sur ce qu'on appelle les fonds propres du Shift, parce que c'était compliqué dans ce secteur-là de se faire financer par des entités tierces compte tenu de l'angle qui était le nôtre. Alors l'agriculture, pourquoi est-ce qu'on s'y est intéressé? Il y a un certain nombre de très très bonnes raisons de s'intéresser à ce secteur et une très bonne raison de ne pas s'y intéresser. Alors je vais commencer par la bonne raison de ne pas s'y intéresser, c'est que c'est monstrueusement compliqué. J'ai coutume de dire que le changement climatique, c'est quelque chose de compliqué. C'est vrai, il y a un certain nombre de secteurs économiques qui ont tous leur complexité propre. L'agriculture, ça fait partie des trucs qui, je pense que c'est l'un des secteurs les plus complexes qu'on ait à regarder
parce que ça fait certes intervenir de la physique, mais ça fait aussi intervenir le vivant, parce que c'est une activité économique tout en étant une activité indispensable aux êtres humains que nous sommes, parce que c'est une activité qui est réglementée par des échelons qui sont extrêmement variés, et dont notamment un que je ne manquerai pas de rappeler à l'approche des élections, qui est l'Europe. Donc, toutes celles et ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'agriculture, intéressez-vous aux élections européennes, c'est vraiment le moment. Et donc, parce que ça marie des enjeux environnementaux qui ne sont évidemment pas que les enjeux climatiques. On va également y trouver des enjeux de biodiversité qui sont centraux, des enjeux de pollution qui peuvent être centraux, etc. Enfin, voilà. Donc c'est très très compliqué. Donc ça, c'était la bonne raison de ne pas s'y intéresser, parce qu'il faut avoir, c'est autant d'occasions de raconter des bêtises quand on est dans un secteur compliqué. La très bonne raison, ou les très bonnes raisons de s'y intéresser, c'est d'abord, comme je l'ai dit, que manger est absolument indispensable et que si on ne mange pas ou pas bien, ça a des répercussions sur la qualité de nos vies de façon absolument évidente. Et incidemment, ça a aussi des répercussions sur tout le reste de l'économie. Moi, j'adore les modèles économiques qui vous disent le changement climatique va faire perdre la moitié de la production agricole. L'agriculture, c'est 2% du PIB, donc le changement climatique va faire perdre 1% du PIB. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, vous pensez que c'est une plaisanterie, ce que je viens de dire? Pas du tout. C'est exactement comme ça qu'étaient faits les premiers modèles économiques de dommages dus au changement climatique. Donc, c'est quelque chose qui est indispensable parce qu'il faut absolument se nourrir. Et c'est une activité qui a ô combien bénéficié de l'apport des combustibles fossiles. Quand vous regardez la productivité à l'hectare, quand vous regardez la productivité par personne qui travaille, vous êtes quelque part, vous tombez, vous êtes ébahi par les multiples auxquels on a affaire dans ce secteur, et en particulier la productivité économique par agriculteur a été multipliée par un facteur de quelques centaines en l'espace de 2 siècles. Donc on est dans des multiples totalement hallucinants. Et ça, on le doit notamment aux combustibles fossiles qui ont permis, dans un premier temps, de doter l'agriculture, ça c'était plutôt il y a 2 siècles ou un siècle et demi, d'engins de plus en plus performants, des colliers de traits, des roues de charrette cerclées de fer, des charrues, etc. Puis qui ont permis de doter les agriculteurs d'esclaves mécaniques, des tracteurs, d'usines d'engrais, d'usines de pesticides. Euh, Par ailleurs, l'agriculture a une dépendance aval au transport qui est extrêmement forte, puisqu'il faut savoir que dans un pays comme le nôtre, vous avez entre un quart et un tiers des camions qui se promènent à tout instant en France, qui transportent quelque chose qui se mange, ou des animaux ou du fourrage. Vous avez aujourd'hui une logistique alimentaire qui est devenue extrêmement structurante parce que la nourriture pousse dans les champs et les gens vivent dans les villes, et tout ça n'est pas au même endroit. Parce que l'Europe, au lendemain de la guerre, enfin au lendemain de sa construction plus exactement, a structuré une agriculture de commodité pardon, à l'exportation et de production en grande quantité, et qu'aujourd'hui, c'est plus tellement ça les besoins. L'agriculture, c'est un domaine du temps long. En général, il faut beaucoup de temps pour que les gens changent leurs pratiques à très large échelle, parce que c'est un métier de tradition, précisément. Hein. Le terroir, les appellations d'origine, tout ça, c'est de la tradition. Donc, par construction, des choses stables. Et enfin, il faut rappeler que l'agriculture, elle est née dans un contexte de très grande stabilité climatique. Il y a plus de 10 000 ans, nous étions des chasseurs-cueilleurs, enfin pas vous et moi, mais enfin nos lointains ancêtres, parce qu'à l'époque, le climat était suffisamment variable et souvent suffisamment hostile pour qu'il ne soit pas possible de s'établir quelque part et de compter sur des cultures pour se nourrir pendant des siècles. Le climat se mettait à changer, puis on ne pouvait plus cultiver la même chose, on ne pouvait pas cultiver du tout. Et en fait, c'est la remarquable stabilité climatique que la planète a connue depuis 10 000 ans, avant qu'on commence à faire joujou avec le climat, qui explique la sédentarisation de notre espèce et le développement d'agricultures qui sont en général adaptées aux climats locaux et à la pédologie locale, aux sols locaux. Donc le changement climatique vient tamponner quelque part ces millénaires de très grande stabilité, donc ça c'est un premier défi, et la contrainte énergétique vient tamponner les esclaves mécaniques qui ont permis une très forte hausse de la productivité agricole, ce qui a permis notamment à 98% de la population, qui doit bien manger quand même, de faire autre chose que de passer ses heures éveillées à faire pousser des pommes de terre et à ramasser des œufs. Donc l'agriculture, c'est quelque chose de très, très étroitement mêlé à la question énergie-climat. Et il y a du climat, mais il y a de l'énergie, il faut le rappeler. Hein, il y a une très, très grande dépendance de la structuration de l'agriculture moderne à l'abondance énergétique, au sens large, pas juste dans les champs. Et c'est une activité qui passe tout le reste, puisque si on ne mange pas, ben, ma foi, le reste des activités économiques, on verra un petit peu le contre-coup. C'est enfin une activité qui a un rôle central dans la stabilité politique et la stabilité sociale,
Celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire savent que les périodes où on avait à manger et où tout d'un coup on se met à avoir moins à manger sont souvent des périodes d'instabilité politique importante. Et bien évidemment, le changement climatique, j'ai envie de dire à large échelle sur Terre, est susceptible de provoquer ce genre de désordre. Et en fait, il en a déjà provoqué dans un certain nombre d'endroits dans le monde quand on regarde. Alors, tout ça pour vous dire que malgré tous les malheurs dont je viens de vous parler, on est absolument ravis au Shift Project d'avoir enfin réussi à pouvoir s'attaquer à ce sujet en étant, je l'espère, pas complètement ridicule dans les préconisations qu'on pourra faire. Ce qui est sûr, c'est que le sujet est dans l'air du temps. J'en veux pour preuve le nombre d'inscrits à ce webinaire et j'en veux pour preuve l'intérêt que ça suscite quand on parle du projet autour de nous. Donc, on est absolument ravis d'avoir eu l'occasion de s'y mettre de façon un peu sérieuse. Sans plus attendre, je passe donc la parole à Clémence pour la suite des réjouissances, pour qu'on vous raconte un petit peu là où on est où on en est, pardon, de nos réflexions à l'instant. Alors oui, merci beaucoup Jean-Marc pour cette présentation déjà très exhaustive qui va nous permettre d'alléger un tout petit peu notre partie, tant mieux. Donc très bonne mise en contexte. Donc moi je suis Clémence Vaux, je suis la coordinatrice du projet qu'on va vous présenter aujourd'hui et donc j'ai l'honneur d'assister et d'aider l'équipe projet qui va vous présenter son travail. Donc pour un tout petit peu compléter ce que Jean-Marc n'a pas forcément pu dire et pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà notre organisation, The Shift Project, on a un think tank qui travaille sur la décarbonation de l'économie. On est guidé par la rigueur scientifique et on recherche à éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique et climatique. Ce que ça veut dire pour nous, c'est éclairer, on produit des rapports à l'aide notamment de groupes de travail ou d'une forme de concertation avec toutes les parties prenantes qui nous semblent pertinentes pour les secteurs sur lesquels on travaille. On essaie de mettre en évidence une vision physique de l'économie et de proposer des analyses robustes et chiffrées. Et ensuite, la partie influencée, c'est on essaie de promouvoir le résultat de nos analyses et de nos propositions auprès des acteurs compétents à travers des événements, des campagnes de communication, etc. C'est ce qui nous permet d'avoir autant de monde ce soir. Et voilà, on vous remercie encore de prendre le temps de suivre ce travail. Et par avance aussi de nous faire vos retours d'ailleurs. On travaille sur des sujets très variés, parmi lesquels on cherche à identifier les sujets qui nous semblent pas assez traités ou pas assez bien traités à notre goût sur les enjeux de transition énergétique et climatique. On a été très occupés ces dernières années par le plan de transformation de l'économie française qui nous a amené à faire une réflexion sectorielle sur la transformation de l'économie et de différents secteurs de la transition. Alors, j'ai l'impression que les slides ne se passent pas. Ah voilà, c'est ça. On a travaillé aussi donc sur des sujets un petit peu transverses comme la résilience des territoires, les enjeux d'emploi et de formation, mais aussi des sujets liés au numérique, aux stratégies d'entreprise, voilà, différents sujets. Les enjeux liés au vivant, comme Jean-Marc l'a mentionné, sont un gros challenge et qui est nouveau pour nous puisqu'on a peu travaillé sur les sujets liés à la biomasse en général et donc on a très peu travaillé sur l'agriculture. On aura l'occasion d'y revenir. On est une petite organisation. On a parfois l'impression qu'on est nombreux. En fait, on l'est pas tant. C'est juste qu'on a beaucoup d'aide et beaucoup de contributeurs. On a un bureau de bénévoles, une équipe de salariés d'une quarantaine de personnes et un écosystème avec des experts, chefs de projet, etc., qui contribuent à nos travaux, qui est très important. Et on a les Shifters, qui sont une association sœur du Shift Project, qui rassemble les bénévoles du Shift, qui nous permettent voilà, qui contribuent aussi à nos travaux, qui portent aussi leurs propres travaux, qui ont notamment un cercle thématique agriculture qui nous est très précieux, on pourra y revenir, qui compte plus de 25 000 bénévoles. On est financé par un certain nombre d'acteurs, on va voir qu'on a un tout petit peu parlé, donc je ne vais pas y revenir, qui sont très précieux pour nous aussi, évidemment, sans lesquels on ne pourrait pas mener nos travaux. Euh, voilà. Et donc, on a décidé de lancer ce travail-là sur l'agriculture. Donc, on l'intitulait Pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère, vise pour nous à présenter les différents enjeux et les différents objectifs recherchés dans le cadre du projet. Alors, un petit point technique. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Non, ce projet de page. Non. Attends. Alors, attends. Excusez-moi, on a un petit problème technique à résoudre.
On va arrêter le partage d'écran et reprendre. Hop. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux. Voilà, donc ce projet qui nous occupe aujourd'hui, on l'a lancé en septembre dernier. Il nous occupera jusqu'à la fin de cette année. Donc là, on est vraiment, comme l'a rappelé Jean-Marc et puis Emma, au niveau du rapport intermédiaire de ce travail. Donc on est à mi-parcours. Le rapport final est prévu pour le mois, fin novembre 2024. Donc si vous avez reçu cette invitation ou vous êtes inscrit à cet événement, vous recevrez l'invitation à l'événement final. Et donc notre objectif, c'est d'avoir des retours sur ce premier volet, qui est en fait le premier volet d'un travail en deux parties, puisque l'année prochaine nous occupera sur le volet alimentation et plutôt le secteur agroalimentaire, sachant que là on est vraiment sur la partie amont production agricole. Et l'objectif, in fine, est de faire un rebouclage de tout ça pour mettre en cohérence les deux volets ensemble et produire tout un travail sur l'agriculture et l'alimentation qui soit cohérent à terme. Les objectifs de ce rapport intermédiaire et a priori du rapport final, c'est donc pour nous de poser un chiffrage des contraintes physiques actuelles et futures pour l'agriculture et de mettre en avant les enjeux socio-économiques associés. Alors on sait qu'on ne pourra pas faire forcément aussi bien que beaucoup d'acteurs qui ont passé beaucoup de temps sur le sujet, donc on cherche surtout à faire un travail de synthèse de l'existant et en présentant des analyses qu'on espère intéressantes pour faire avancer le débat sur ces sujets. On cherche à établir un dialogue constructif avec les acteurs du monde agricole pour pouvoir associer les différentes parties prenantes qui ont chacune leur point de vue sur les sujets qu'on traite. On souhaite vous proposer des trajectoires de transformation de l'agriculture à échéance 2050 en présentant les implications de chacune d'elles et produire de manière concertée et porter des messages opérationnels qu'on aura testés et travailler avec les acteurs compétents et évidemment diffuser massivement les analyses et propositions qu'on pourra être amené à faire dans le cadre de ce travail. Donc voilà, encore tout cela dans des versions intermédiaires, l'objectif étant de nourrir notre réflexion avec vos retours. L'organisation du projet est un peu complexe puisqu'on a beaucoup de gens qui ont voulu contribuer et qui heureusement nous apportent toujours leur aide. Au sein du Shift, on a du coup l'équipe que vous allez voir ce soir, cet après-midi. On a un conseil scientifique composé de personnalités académiques dont une représentante interviendra après cette présentation. Un collège d'agriculteurs aussi qui permet de tester nos propositions, nos analyses auprès d'acteurs dont on a cherché à représenter, voilà, à afficher une forme de représentativité du secteur. Qui peuvent nous faire des retours. On a un groupe de travail qui est focalisé sur l'emploi et la formation agricole que j'ai le plaisir de copiloter, qui vise à instruire plus en profondeur ces enjeux-là, sur les enjeux quantitatifs et qualitatifs, quelles compétences pour l'agriculture de demain et comment est-ce on va pourvoir des emplois agricoles dont on pourrait avoir besoin plus ou moins selon les filières. Donc voilà, ça c'est l'objectif de ce groupe de travail. Et on a aussi un groupe de travail sur la place de la technologie. Et donc, pour savoir dans quelle mesure l'innovation technologique permettrait d'intervenir d'accélérer la transformation du secteur agricole, tout en évitant de potentiels effets délétères. On a le cercle thématique agriculture et alimentaire des shifters qui nous aide aussi dans ce projet et notamment qui nous a permis de mener, d'être en train de mener, puisqu'on vient de la lancer, une grande consultation des agriculteurs, la version qualitative là ayant déjà été menée et la version quantitative qui attend votre aide pour être massivement diffusée et nous permettre d'avoir beaucoup de retours terrain qui nous permettra d'ancrer le travail qu'on mène ici dans la réalité vécue par les premiers intéressés par la transformation du secteur, qui sont les agriculteurs. Voilà, l'équipe projet agriculture au Shift est finalement assez étoffée. On a la chance d'avoir beaucoup d'aide à différents titres sur ce travail-là. Parmi toutes les personnes que vous voyez là, on a donc Céline Corpel qui est chef de projet, Corentin Billardot-Noyer et Laure Lequéré qui sont ingénieurs projet et qui apportent leur aide à Céline. Thomas Robert qui apporte aussi son aide au projet. Emma Stocking et Corentin Grange qui apportent leur aide sur la partie communication et que je remercie pour l'organisation de ce webinaire et de la belle publication que vous aurez. Corentin Leroux qui est un expert des sujets du numérique en agriculture et qui dirige la société Aspexit et un blog aussi sur les sujets numériques et qui pilote le groupe de travail que j'ai mentionné sur les sujets d'innovation technologique. Et Adrien Fosgay qui fait une thèse en laboratoire en partenariat avec les laboratoires CIRED et ISTER qui alimente aussi notre travail en lien avec la recherche.
Voilà, donc vous verrez une partie d'entre eux là tout de suite. Et donc je vais, sans plus attendre, passer la parole à Céline pour la suite de la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Céline Corpel, chef de projet agriculture chez Project depuis septembre. Et je suis par ailleurs moi-même agricultrice sur une ferme de grande culture qui se trouve dans l'Aisne. Je poursuis cette activité en parallèle et j'ai aujourd'hui à peu près un tiers de la surface qui est en agriculture biologique et un petit peu d'agroforesterie. Je veux préciser donc là, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment un stade intermédiaire de la recherche, un stade intermédiaire des travaux qui se poursuivront donc jusqu'à novembre. Le rapport est en ligne, il est extrêmement étoffé et l'exercice qu'on fait cet après-midi nous a demandé beaucoup de concision pour en présenter les grandes lignes. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter le rapport que nous avons voulu vraiment à la fois très factuel et très pédagogique. Je précise, on a parlé des groupes de travail emploi et formation et technologie. Ces deux groupes de travail produisent aussi leurs propres rapports, leurs propres notes qui sont aujourd'hui intégrées à la suite de notre rapport, donc dans le document qui est diffusé en ligne aujourd'hui. Je sais aussi que vous êtes un public très diversifié, donc on a essayé de proposer aussi un discours aujourd'hui qui soit accessible au plus grand nombre. Et puis, je voudrais, avant de commencer, avoir une petite pensée pour tous et toutes mes collègues. Ça fait 20 ans que je fais ce métier et je peux témoigner à la fois de sa beauté, mais aussi de sa complexité et de la persévérance qu'il faut pour mettre son ouvrage sur le métier année après année et même saison après saison. Le Shift a l'habitude d'analyser les secteurs économiques au prisme de ce qu'on appelle la double contrainte carbone. La double contrainte carbone, Jean-Marc l'a évoqué tout à l'heure, c'est à la fois notre dépendance, on va dire générale des secteurs à la consommation de pétrole et de gaz, la nécessité d'anticiper la contraction de cet approvisionnement, et puis les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités économiques, dont les effets, les effets, oui, via le changement climatique, rendent les secteurs eux-mêmes vulnérables. Appliqué à l'agriculture, le sujet est encore un petit peu plus complexe puisque l'agriculture est elle-même un fournisseur d'énergie potentielle via les biocarburants et biogaz, biocombustibles aussi, on pourrait en rajouter. Et puis aussi, c'est un des rares secteurs à pouvoir proposer des puits de carbone via les sols et les arbres des paysages agricoles. Les activités agricoles se déroulent de plus, non pas dans des usines derrière quatre murs ou dans des boîtes fermées, mais elles se déroulent dans des écosystèmes. Et donc, on ne peut pas aborder la question de la transition agricole sans tenir compte aussi, au-delà du carbone, des questions de sol, que ce soit en termes de surface disponible et de leur fertilité, des questions d'eau et des questions de biodiversité. D'autant plus que l'agriculture, effectivement, depuis cet optimum climatique qui l'a fait émerger au néolithique, se base sur un ensemble de techniques de production végétale et de production animale qui sont totalement adaptées au contexte pédoclimatique, c'est-à-dire l'association d'un sol et d'un climat. Rapidement, les objectifs qu'on retient dans le cadre de cette recherche pour l'agriculture en 2050, donc une agriculture bas carbone, résiliente et prospère. La base des usages de l'agriculture, c'est de nourrir la population, d'assurer la sécurité alimentaire et la fourniture d'un certain nombre d'autres produits nécessaires à son fonctionnement. Atténuer les émissions de gaz à effet de serre du système dans l'idée de s'aligner avec les objectifs nationaux de la stratégie nationale bas carbone, on y reviendra, en augmentant si possible le stockage de carbone dans les sols et dans les arbres des paysages agricoles, à hauteur de ces émissions si possible pour essayer de contribuer à la compensation, adapter le système, garantir sa résilience face à ces changements en cours, préserver et restaurer la biodiversité agricole et assurer la pérennité du système économique global des fermes et dans toute la filière. Donc, on va vous présenter avec Laure et Corentin rapidement notre rapport que vraiment je renouvelle la proposition d'aller le consulter. Je vais rappeler quelques grands traits de l'agriculture française, puis Laure présentera les leviers à notre disposition pour affronter cette transition. Et enfin, Corentin présentera les premiers jeux d'hypothèses que nous avons testés. Rapidement, donc la France agricole, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la France? On a la chance d'avoir encore de grandes surfaces agricoles, à peu près 50% du territoire.
Mais il faut quand même avoir en tête qu'on a perdu 7 millions d'hectares depuis les années 50. 7 millions, c'était 20% de la surface à l'époque, par urbanisation un peu et aussi beaucoup déprises et boisements. Globalement, les paysages se céréalisent, selon l'expression consacrée, avec une régression importante des surfaces fourragères, diminution aussi importante des surfaces de vignes et vergers. On y reviendra tout à l'heure sur les questions d'autonomie alimentaire. Ce qui s'est passé globalement depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment une dynamique de spécialisation des systèmes avec une dissociation des productions animales et végétales, et puis une forme d'homogénéisation des paysages cultivés et une concentration des élevages. Vous avez ici quelques cartes de présentation de ce phénomène. C'est aujourd'hui moins de 400 000 fermes, 100 000 ont disparu en 10 ans entre les deux recensements agricoles de 2010-2020, avec une SAU moyenne qui a augmenté, mais qui reste relativement modeste à l'échelle d'autres grands pays avec lesquels nous sommes en concurrence. Elles seront en grande partie à transmettre. Ce petit tableau qui résume l'évolution des effectifs par catégorie technico-économique montre que la plupart des fermes qui disparaissent, c'est avec un niveau de 30% les fermes d'élevage, tout système d'élevage confondu, mais avec des divergences dans les variations des effectifs, avec une baisse continue des cheptels bovins au 20%, mais en revanche une hausse des effectifs de volailles. Les seuls types de fermes dont les effectifs augmentent un petit peu ces dernières années, ce sont les fermes de maraîchage et d'horticulture. L'agriculture, c'est un secteur qui est à la base d'une production qui est convoitée, qu'on appelle la biomasse agricole. La biomasse, ça rassemble tous les produits végétaux, en fait, qui sont cultivés sur les sols. Donc voilà, une petite liste ici, une petite liste botanique des choses. Cette biomasse, elle sert, il y en a à peu près 40% aujourd'hui dans les tonnages qui retournent au sol, c'est-à-dire qu'elle reste dans les parcelles, elle contribue au maintien de la fertilité des sols. Les besoins alimentaires, elle répond aux besoins alimentaires des populations directement ou via l'alimentation animale, et puis elle fournit aussi, et de plus en plus avec la demande des autres secteurs, la fabrication de bioénergie et de biomatériaux qui sont eux aussi en croissance avec les hausses de surface textile. Les flux de biomasse, en fait, entre systèmes sont extrêmement compliqués, avec une interdépendance entre les productions végétales et animales, un destin commun, pour reprendre une expression d'une publication, entre les filières biologiques et conventionnelles, avec des flux de nutriments entre tous ces systèmes, et dont il est très difficile de les modéliser, de les représenter, d'autant plus que le volume de production, les flux sont directement dépendants des volumes de production annuels, de la qualité des productions, aussi du prix des productions. Et en plus, les échanges de biomasse s'insèrent dans des flux internationaux, avec une bonne dizaine de pourcents de la biomasse aujourd'hui produite qui est exportée. La France est un grand exportateur de produits agricoles, notamment de céréales, en particulier de blé. À l'inverse, des importations de biomasse permettent de faire fonctionner ce système agricole, avec notamment les importations pour l'alimentation animale. Rapidement, parce que Jean-Marc en a parlé un petit peu, des dépendances et des vulnérabilités que le secteur doit affronter, c'est d'abord notre dépendance aux énergies fossiles. Effectivement, les carburants combustibles, il faut imaginer la révolution qu'a été l'apparition des tracteurs dans les fermes à partir des années 50, et en 20 ans, la mécanisation a remplacé des systèmes qui étaient construits depuis des siècles sur une association animaux-végétaux. L'utilisation accrue d'engrais azotés de synthèse, sachant que les apports azotés aujourd'hui sont à 80% issus directement de synthèse. Et puis la question des transports et des flux logistiques pour l'agriculture et aussi l'alimentation qui reposent énormément sur le fossile. Intérêt du secteur quand même, son potentiel de production d'énergie renouvelable, et aujourd'hui, il produit 20% à peu près de la production nationale. Une dépendance donc aux importations d'alimentation animale, une autonomie protéique qui est juste de l'ordre de 50%, et donc des importations de soja conséquentes, essentiellement, pour la plus grande part à destination des élevages de volailles et puis des bovins laits. Et puis des systèmes aussi qui se sont spécialisés avec un recours aux produits phytosanitaires qui s'est généralisé. Aujourd'hui, produits phytosanitaires de synthèse, aujourd'hui, l'agriculture biologique, c'est à peu près 10% des surfaces, à peu près 60 000 fermes. Des difficultés à réduire la consommation de ces produits,
pour tout un tas de verrous et d'impasses techniques et de complexité pour les productions et des phénomènes de résistance. Les systèmes se sont simplifiés aussi d'un point de vue génétique, puisque l'agriculture donc s'est développée sur la culture d'un nombre restreint de végétaux. Et même si la sélection, et en France on a un grand secteur semencier, propose une grande variété de blé, il y a une forme d'homogénéisation de la base génétique utilisée, phénomène qui peut se retrouver aussi en élevage avec des schémas trop restreints de sélection qui peuvent aboutir à un peu de consanguinité. Les aléas s'accumulent sur le secteur, aussi bien des phénomènes aigus que l'évolution chronique, des impacts sur le cycle de l'eau et donc des impacts en cascade sur les systèmes agricoles, production, santé des animaux, santé des végétaux, altération des sols. Et donc, on assiste à un déplacement des zones biogéographiques, c'est-à-dire des aires de répartition des cultures, qui demandent de s'adapter de façon importante, au-delà, bien sûr, de toutes les adaptations déjà mises en œuvre par les agriculteurs, que ce soit pour l'implantation de nouvelles cultures, des nouveaux itinéraires techniques, une gestion différente de la taille des fruitiers, des constitutions de fourrage. Si vous vous promenez en France, vous verrez que l'agriculture bouge déjà, parce que vous vous promenez en France, vous ne prenez plus l'avion, bien sûr, et vous verrez des plantations de vignes dans la partie nord de la France. J'ai même vu de l'aloe vera arriver aussi dans le sud récemment. Ces aléas ces aléas climatiques sont d'autant plus préoccupants qu'ils affectent des sols qui ont été fragilisés en partie par les pratiques passées, avec une teneur en matière organique des sols qui a été affaiblie durant les dernières décennies, même si elle est plutôt en voie de stabilisation, voire en hausse si on met en œuvre des pratiques agricoles adaptées, et donc des risques accrus pour des sols qui sont aujourd'hui à faible taux de matière organique ou alors de faible épaisseur. Gardons nos sols fertiles, gardons nos sols profonds. Ce sont des bons atouts de résilience. Je rappelle, la matière organique, c'est la fraction organique des sols par opposition à la fraction minérale et c'est composé à 50% de carbone issu du carbone atmosphérique. Enfin, les impacts et contributions climatiques du secteur, c'est à peu près 18% des émissions de gaz à effet de serre nationales, avec une répartition à peu près un peu plus de 50% des émissions de méthane, CH4, en grande partie issue de la fermentation entérique des ruminants, des émissions liées à l'utilisation de fertilisants, qu'ils soient minéraux ou organiques, et puis pour à peu près 15% de façon assez stable depuis 30 ans, des émissions de dioxyde de carbone liées à l'usage de fossiles dans les engins, les moteurs. Il faut ajouter à ces émissions, pour avoir une vision d'ensemble du secteur, des émissions indirectes, et notamment certaines qui ont un poids significatif, la fabrication des engrais azotés de synthèse, et puis les importations d'aliments pour animaux. L'avantage est donc, face à ces émissions de carbone, il faut mettre en avant le potentiel puits de carbone des sols. Il y a d'abord le stock qui est existant dans les sols agricoles actuels, et notamment des prairies permanentes, dont on reconnaît aujourd'hui l'intérêt dans la préservation de stock des sols, des terres arables aussi, donc les prairies équivalent de sols forestiers dans nos systèmes. Et par contre, des dynamiques qui sont contraires pour l'évolution du stock, c'est-à-dire des déstockages du fait de l'artificialisation des sols, des changements, des retournements de prairies en culture, et à l'inverse, du stockage additionnel qui est insuffisant pour compenser ces déstockages. L'agriculture contribue aussi à la décarbonation des autres secteurs pour un niveau d'émissions en CO2 équivalent qui n'est pas négligeable. Bref, en résumé, je suis désolée d'aller aussi vite. L'agriculture, notre secteur doit affronter aujourd'hui un quintuple défi. Il faut adapter les systèmes à un climat qui change. Il faut atténuer les émissions de gaz à effet de serre, diminuer notre dépendance aux fossiles, essayer de stocker du carbone dans les sols et les parcelles, et puis produire suffisamment de biomasse pour tous les autres secteurs économiques. Il faut activer un certain nombre de leviers. Il en existe de nombreux, et je vais laisser la parole à Laure qui va vous les présenter. Alors, pour répondre à ce quintuple défi, les systèmes agricoles ont plusieurs leviers d'atténuation et de résilience, donc à différentes échelles. On a choisi d'ailleurs à ce stade de les distinguer selon leur échelle de mise en place. Tout d'abord, à l'échelle des fermes, on a ce qu'on a appelé des leviers d'optimisation, c'est-à-dire des leviers qui passent par des adaptations ou des changements de pratiques agricoles.
Et ce sont des leviers qui permettent de réduire les émissions directes, c'est-à-dire les émissions générées au niveau des fermes, mais qui permettent également de stocker du carbone et de préserver la biodiversité et l'eau. Il s'agit également principalement de solutions techniques qui sont basées soit sur des gains d'efficacité, soit sur des substitutions d'intrants ou d'énergie, ou encore sur la modulation de l'intensité de production. On a également des leviers à l'échelle territoriale et nationale, qu'on a appelés ici des leviers de transformation. Donc, il s'agit ici de solutions plus systémiques et plus ambitieuses qui contribuent à réduire les émissions indirectes, notamment les émissions générées en amont des fermes dont Céline vient de parler, et qui passent en particulier par une reconception des systèmes de production, une réorganisation sur le territoire et une nouvelle organisation des flux de produits agricoles et alimentaires. Ces leviers sont, quant à eux, très dépendants des orientations des politiques publiques et parfois des dynamiques de filière. Donc, concernant les leviers d'optimisation, on a identifié 5 grands types de leviers qui ciblent différents gaz à effet de serre, notamment. Donc, le premier levier est le levier d'optimisation de la fertilisation azotée qui permet de réduire les émissions de protoxyde d'azote et limiter les pertes d'azote dans les milieux. Un deuxième levier qui vise à améliorer les émissions de méthane, notamment des élevages, et accroître également la résilience des systèmes d'élevage. Un troisième levier qui porte, quant à lui, sur les émissions de dioxyde de carbone liées aux consommations énergétiques des fermes. Et enfin, 2 leviers un petit peu plus spécifiques, un levier autour du stockage de carbone, donc qui vise à augmenter le stock agricole de carbone et favoriser la résilience, encore une fois, des systèmes agricoles. Et enfin, et non des moindres, des leviers plus spécifiquement dédiés à la résilience et à l'adaptation au changement climatique, notamment par une meilleure gestion des ressources en eau, la préservation de la biodiversité, qui peuvent être intéressants à activer. Au niveau des leviers de transformation, on propose à ce stade 6 grands types de leviers, avec un premier levier qui porte sur la réduction des importations d'alimentation animale et donc des émissions de gaz à effet de serre associées, notamment liées à la déforestation des cultures, notamment de soja. On retrouve ensuite 3 leviers qui permettent de réduire les émissions liées aux engrais de synthèse, qui est donc le premier poste avec 10 millions de tonnes d'équivalent CO2, premier poste dans les émissions indirectes de l'agriculture. Donc, on retrouve ici la décarbonation de la fabrication des engrais de synthèse, qui est une solution prometteuse, mais aujourd'hui coûteuse. La reconnexion des systèmes de production animale et végétale sur le territoire. Le rebouclage du cycle des minéraux et des matières organiques, qui permet aussi de valoriser l'azote minéral issu des biodéchets et des excréta. Et enfin, 2 derniers leviers pour plus de résilience des systèmes et des flux, le déploiement de variétés et d'espèces plus résistantes au stress biotique et abiotique, notamment en vue d'anticiper le déplacement des aires de répartition des cultures que Céline a évoquées. Excusez-moi. Et enfin, l'amélioration de la résilience des flux logistiques, notamment en se reconnectant au plus proche des bassins de consommation. Donc, juste pour avoir un ordre d'idée à nouveau des émissions associées au potentiel d'action de ces leviers, donc uniquement sur le critère des gaz à effet de serre, on rappelle ici que les émissions directes pèsent environ 77 millions de tonnes, avec évidemment un montant incompressible d'émissions liées à la production agricole. Les émissions indirectes pèsent quant à elles environ 20 millions de tonnes. Et à noter qu'on ne peut pas additionner les gains d'émissions directes et indirectes puisqu'il peut y avoir des synergies entre certains leviers. Par exemple, augmenter la fertilisation organique dans les émissions indirectes permet de réduire la fertilisation de synthèse dans les émissions directes. Donc, on propose aujourd'hui pour des questions de temps de faire un focus sur certains de ces leviers uniquement pour à la fois illustrer les actions associées, leur niveau de déploiement actuel et potentiel et les implications d'un futur déploiement, ainsi que les éventuels freins et limites. Et on a également choisi d'illustrer de manière qualitative à ce stade leur contribution à nos différents objectifs d'atténuation et de résilience, qui sont les suivants. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des consommations énergétiques, l'amélioration de la résilience et vis-à-vis du changement climatique et la préservation de la biodiversité. Concernant le premier levier d'optimisation présenté, donc qui est l'optimisation de la fertilisation azotée, pourquoi est-ce un levier important? Vous le voyez ici sur le graphe. Aujourd'hui, le poids des émissions de la fertilisation azotée dans les émissions directes, c'est 22 millions de tonnes d'équivalent CO2, c'est-à-dire à peu près 30% des émissions directes. C'est donc un poste très important. Et qu'elles soient organiques ou minérales, on a à la fois des pertes liées à la volatilisation du protoxyde d'azote dans l'air et des phénomènes de lixiviation des nitrates dans les sols et dans les eaux liés à la fertilisation.
Donc, la contribution aux objectifs, aux 4 objectifs que j'ai précédemment cités de ce levier est donc très positive, notamment concernant la réduction des gaz à effet de serre et des consommations d'énergie, puisqu'on va pouvoir diminuer globalement les quantités d'azote et éventuellement le nombre de passages. Il existe donc un certain nombre d'actions associées à ce levier qui permettent de réduire, remplacer et limiter les impacts de la fertilisation azotée. Donc notamment l'optimisation de l'utilisation des engrais azotés avec en particulier une juste adaptation des doses ou encore un fractionnement des apports, mais également l'augmentation des surfaces de cultures intermédiaires pièges à nitrate, des surfaces de légumineuses et de cultures à bas niveau d'intrants. Et puis enfin, l'optimisation de la gestion des prairies avec en particulier l'accroissement de la durée de vie des prairies temporaires et la réduction de la fertilisation des prairies les plus intensives, ce qui contribue d'ailleurs également à la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Aujourd'hui, en termes de déploiement, si elles peuvent être massifiées, certaines actions sont déjà en cours de déploiement par les agriculteurs, notamment l'optimisation de la fertilisation azotée et la mise en place des couverts végétaux. À noter cependant qu'on a un certain nombre de freins techniques et de marchés, en particulier pour le développement des filières de légumineuses. Autre levier d'optimisation, la réduction des émissions, notamment de méthane liées aux élevages et l'amélioration de leur résilience. Donc, il s'agit évidemment d'un levier majeur à explorer. Vous le voyez ici sur le graphe, les émissions directes de méthane liées aux élevages représentent 42 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit plus de la moitié, 56% exactement, des émissions directes de l'agriculture française. Mais c'est également un levier qui est éminemment complexe, car il nécessite d'étudier d'autres critères que celui des gaz à effet de serre uniquement. C'est donc un levier qui fera l'objet d'un approfondissement tout particulier dans la suite de nos travaux. Et pour lequel d'ailleurs, on vous remercie par rapport à vos contributions déjà très nombreuses. On a en effet différentes actions qui peuvent être envisagées, soit mécaniquement et froidement via la diminution des effectifs de certains systèmes d'élevage, soit via l'optimisation de pratiques d'élevage, notamment en termes d'alimentation, de sélection génétique et de gestion des effluents. Mais la réflexion doit absolument prendre en compte, d'une part, de façon plus globale, les externalités positives associées à certains types d'élevage, que ce soit en termes de stockage de carbone, qui aujourd'hui ne peut pas être intégré en tant que tel dans la comptabilité nationale, ou également en termes de biodiversité ou d'entretien des paysages. D'autre part, la réflexion doit également intégrer les conséquences potentielles d'une diminution des effectifs animaux, qui pourrait en effet avoir des effets contre-productifs si elle continue à être subie par les différentes filières de production animale et si elle était compensée par des importations. Donc, les conditions d'acceptabilité d'une éventuelle diminution de ces effectifs doivent évidemment être organisées. Et enfin, autre point potentiellement contre-productif lié à la diminution des effectifs, l'élevage étant par ailleurs un moyen de transférer des nutriments sous forme de fertilisants organiques, certains systèmes en agriculture biologique en sont aujourd'hui dépendants. Il y aura donc un compromis à trouver pour les systèmes d'élevage aux externalités positives entre baisse du nombre d'animaux, préservation des externalités positives et limitation des émissions importées. Troisième levier d'optimisation, la sobriété énergétique et le développement des énergies renouvelables à la ferme. Donc, les consommations d'énergie aujourd'hui à la ferme représentent environ 11 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit 15% des émissions directes de l'agriculture. C'est donc le troisième poste en termes d'émissions directes aujourd'hui. C'est donc le troisième levier également en termes d'action, mais c'est un levier très intéressant parce qu'il a un autre bénéfice majeur au-delà de l'atténuation des émissions, qui est celui de l'amélioration de la résilience, puisque la vulnérabilité des agriculteurs face au coût de l'énergie sera moindre, avec également une potentielle diversification des revenus. En termes d'action, la réduction des émissions de CO2 liées aux consommations d'énergie repose d'une part sur des mesures de sobriété, c'est-à-dire de baisse des consommations, que ce soit des carburants d'origine fossile, par exemple en passant par la simplification des itinéraires techniques ou l'optimisation du dimensionnement du parc matériel, et également une baisse des consommations de combustibles qui, eux, peuvent être utilisés pour le chauffage des bâtiments, des serres, et également pour le séchage des productions. D'autre part, on a également des mesures de substitution des énergies fossiles par des énergies décarbonées, qui dépendront bien entendu des usages et de la puissance nécessaires aux différents engins agricoles. Donc globalement, ces actions ont un potentiel vraiment très intéressant puisque le secteur agricole est d'ailleurs aujourd'hui contributeur, Céline en parlait, à hauteur de 20% de la production d'énergie renouvelable en France.
et des travaux du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ont estimé comme possible 15% d'économie d'énergie à la ferme et une substitution totale des énergies fossiles par des énergies renouvelables décarbonées à horizon 2050, notamment grâce au photovoltaïsme, à l'agrivoltaïsme, à la méthanisation, au biocarburant, ainsi qu'aux éoliennes. Donc, un point intéressant sur l'autonomie énergétique globale de la ferme France. Néanmoins, il sera important, et ce sera exploré dans la suite des travaux, de prendre en compte les conflits d'usage qui peuvent se poser sur les surfaces mobilisées et sur ces ressources énergétiques renouvelables, puisqu'elles sont en effet très convoitées par de nombreux autres secteurs pour leur propre décarbonation. Autre type de levier d'optimisation qui porte non sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais sur le stockage de carbone, puisque la production agricole fait partie des rares secteurs à pouvoir stocker naturellement du carbone dans les sols et dans la biomasse ligneuse via le phénomène de photosynthèse. Donc, il s'agit aujourd'hui d'un levier dont on parle beaucoup, mais dont le potentiel reste à approfondir, puisque si on le met en regard donc, des 75 millions de tonnes d'équivalent CO2 d'émissions directes de l'agriculture, donc qui somment, pour rappel, la fertilisation azotée, l'élevage et les consommations d'énergie, le stockage de carbone en regard pourrait permettre d'atténuer de 10 à 53 millions de tonnes, soit une fourchette excessivement large en fonction des scénarios qui sont pris dans les différents travaux de chiffrage qu'on a pu étudier à ce stade. Les actions sur le stockage de carbone, elles visent d'une part à maintenir les stocks existants, notamment en préservant les surfaces agricoles, en limitant l'artificialisation des sols, et en particulier en préservant les surfaces de prairies et les linéaires d'arbres. D'autre part, les actions visent aussi à augmenter les stocks de carbone agricole en développant des pratiques adéquates, donc généraliser les couverts végétaux et l'agriculture de conservation, déployer l'agroforesterie plus largement et augmenter notamment la part des prairies temporaires dans les rotations. Donc, dans la suite de nos travaux, ce sujet fera l'objet d'une attention particulière puisqu'il y a à ce stade de nombreux questionnements et en particulier le fait que le stockage de carbone additionnel dans les sols agricoles est un phénomène réversible et également temporaire jusqu'à l'atteinte d'un nouvel état d'équilibre, c'est-à-dire qu'il est valable pour à peu près une durée de 30 ans. Autre questionnement qu'on souhaitera prendre en compte, il existe des antagonismes potentiels entre, par exemple, la préservation des prairies permanentes qui stockent du carbone et d'autres sujets, par exemple, en cas de diminution des cheptels. Enfin, et très brièvement ici, on a souhaité illustrer un levier de transformation donc à l'échelle territoriale et nationale, qui nous semblait intéressant, car il nécessiterait vraiment une planification territoriale et nationale et des choix politiques ambitieux. Donc, ce levier est celui de la relocalisation de la production de l'alimentation animale. Donc, aujourd'hui, les systèmes agricoles français, en particulier les élevages de volailles et de bovins laitiers, sont fortement dépendants de l'importation de protéines végétales, et ça en provenance du continent américain, donc à 2/3 issus du Brésil, ce qui est une situation héritée de choix politiques passés. Et les estimations montrent que les émissions indirectes liées à ces importations, donc notamment de soja, pèsent environ 4 millions de tonnes d'équivalent CO2, ce qui représente 20% des émissions indirectes du secteur agricole. Donc, il y a en effet une opportunité majeure à réduire ce poste, à la fois pour améliorer le bilan en termes d'émissions, mais aussi pour améliorer l'autonomie et la résilience des élevages français. Donc, ce levier passerait par une diminution des importations de protéagineux, notamment en provenance des zones de déforestation, puisque c'est la déforestation qui constitue l'impact majeur du soja, qui serait compensé par une augmentation des surfaces nationales de protéagineux et de légumineuses fourragères. Et en termes de déploiement, ça nécessitera bien entendu un soutien public et privé plus appuyé pour structurer ces filières malgré les différentes politiques et notamment les plans protéines des dernières années. Et également de prendre en compte les conflits d'usage potentiellement associés, avec une attention toute particulière à conflits potentiels entre les surfaces consacrées à l'alimentation humaine et les surfaces consacrées à l'alimentation animale, puisqu'on a environ à date un tiers des surfaces arables françaises qui sont d'ores et déjà destinées à l'alimentation animale. Donc tous ces leviers sont détaillés encore une fois de manière plus précise dans le rapport. On a fait un choix ici pour la présentation, mais n'hésitez pas à aller prendre connaissance du rapport plus exhaustivement. Et je vais laisser la parole à Corentin qui va vous présenter les premiers tests d'hypothèses pour les projections de l'agriculture en 2050. Merci.
Alors, du coup, l'exercice auquel on doit se livrer au Shift, c'est d'imaginer ce que peut être l'agriculture sobre, résiliente et prospère à horizon 2050. Et donc, pour ça, on a construit une méthodologie pour le faire. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter ici rapidement. Donc, on est parti de l'état des lieux du secteur. Donc, Céline a pu vous présenter jusque-là. On a eu un travail de recensement des leviers dont Laure vous a donné un aperçu. Et ensuite, on a commencé à caractériser les fonctionnalités futures possibles de l'agriculture. Donc, pour ça, on s'est basé sur les visions, les discours existants sur ce que pourrait être l'agriculture française à l'avenir. Et donc, pour ça, on voit qu'il y a donc un peu trois grandes projections qu'on a définies. Il y a des attentes autour d'une meilleure autonomie de l'agriculture française au niveau national, donc moins de dépendance aux importations, etc. Euh, L'idée que l'agriculture peut contribuer à la production d'énergie renouvelable, et notamment via la biomasse, donc on va regarder ça tout à l'heure en détail. Et une troisième vision qui est que le rôle de l'agriculture française, finalement, ce serait d'exporter pour contribuer à nourrir le monde et donc contribuer à la sécurité alimentaire mondiale par sa capacité exportatrice. Donc pour construire ça, on a choisi un certain nombre de leviers tendanciels et d'amélioration continue parmi tous les leviers qui ont pu être identifiés. Donc, c'est juste une petite sélection qu'on a appliquée avec l'idée que c'est ceux qui peuvent s'appliquer sans rien changer sur les rendements, sans trop bouleverser l'agriculture par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on est à cette étape d'analyse intermédiaire de ces premiers résultats dont on va pouvoir parler tout à l'heure. Et ensuite, on aura une seconde phase de test sur laquelle je reviendrai également en détail avec l'idée d'aller vers plus de concertation avec les parties prenantes pour améliorer nos résultats et puis aller un peu plus loin. Donc, nos trois visions. Donc, on a cette première projection de l'agriculture française donc pour une meilleure autonomie agricole et alimentaire nationale. L'objectif qu'on s'est donné, c'est de produire pour répondre à la totalité de la demande en produits agricoles d'aujourd'hui, sans importation agricole. Donc, ça passe par une autonomie totale en production animale, protéines végétales et fourrage pour nourrir ces animaux. Également en fruits et légumes, sauf éventuellement les fruits exotiques. Et puis, on ne se donne pas d'objectif sur l'exportation. Donc ça, ce sont les hypothèses qu'on retire. Pour la seconde projection, donc pour contribuer à l'indépendance énergétique nationale, l'objectif étant donc de fournir des grandes quantités de biomasse à vocation énergétique. Là, on a un développement très important de la méthanisation et également des biocarburants. Et notamment, à horizon 2050, on imagine avoir des biocarburants de deuxième génération, donc qui utilisent plutôt des résidus, des déchets ou des cultures qui ne sont pas forcément alimentaires. Et par contre, dans cette projection-là, on ne peut pas se donner d'objectif ni d'autonomie ni d'exportation. Et dans la troisième projection, l'idée, c'est de contribuer à la sécurité alimentaire internationale, donc par la capacité exportatrice, et donc assurer la production d'un maximum de calories et de protéines végétales à destination de l'alimentation humaine. Donc ça passe par une hausse très importante des surfaces à destination de l'alimentation humaine, les céréales, les oléagineux, les protéagineux. Une réduction des productions animales aussi, en particulier les monogastriques qui consomment beaucoup de grains, et donc on en a besoin pour exporter, pour nourrir d'autres personnes. Et enfin, un objectif d'export important, donc, et des importations si nécessaire pour compléter. Quand on souhaite regarder un peu le bilan de ces travaux sur les émissions de gaz à effet de serre, on voit déjà que nous, les outils qu'on a utilisés, donc en l'occurrence Climagri, qui est un outil qui est développé par Solagro pour le compte de l'ADEME, qui nous permet d'avoir ces bilans de gaz à effet de serre, on voit qu'on a un petit écart par rapport aux valeurs officielles. Donc, il faut absolument comparer nos chiffres entre eux, principalement entre eux. Donc, on voit qu'il n'y a aucune de nos projections à horizon 2050 qui nous permet pour l'instant d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, de 48 millions de tonnes à horizon 2050. Parce que les leviers d'amélioration continue et les hypothèses qu'on a retenues à ce stade, elles ne permettent pas vraiment d'atteindre ces objectifs de réduction de gaz à effet de serre. La première hypothèse, la première projection, pardon, donc elle s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses spécifiques à cette projection, en plus d'hypothèses transversales. Donc c'est cette amélioration continue. J'en dis un mot rapidement. Donc l'idée, c'est de baisser un petit peu la consommation d'azote de synthèse par une meilleure efficacité. Également d'améliorer les pratiques d'alimentation des animaux pour réduire leurs émissions de méthane, notamment. Couvrir les fosses de lisier et de déjection des animaux pour limiter la volatilisation.
et puis un peu de méthanisation, des déjections, etc. Donc et puis il y a aussi le déploiement de l'agriculture de conservation, enfin de la réduction du travail du sol qui permet de réduire aussi la consommation de carburant. Bref, donc tous ces leviers-là, on les active dans toutes les trajectoires. Et puis donc là, pour celle-ci, on a dû rajouter un certain nombre d'hypothèses spécifiques avec l'idée que ce soit cohérent avec l'objectif qu'on se donne, hein. Donc là, je le rappelle, l'objectif, c'était de produire pour répondre à la totalité de la demande en produits agricoles. Et donc, ça passe par une hausse des productions, notamment des productions qu'on importe. Et, et donc, on arrive à nourrir la population à peu près comme elle est nourrie aujourd'hui. On augmente un peu la production de protéines animales et on répond aux besoins sur les calories, etc. Mais ça se fait au prix de fortes tensions sur le fourrage et les protéines. Et donc, on a un besoin de valoriser une partie des couverts végétaux dans cette projection-là pour atteindre l'autonomie telle qu'on l'a définie. Dans cette seconde projection sur l'indépendance énergétique nationale, donc on fait ces hypothèses-là qui nous permettent d'atteindre une production de l'ordre de 10 millions de tonnes équivalent pétrole. Donc c'est l'unité qui permet de comparer les différentes formes d'énergie. Et donc 10 millions de tonnes équivalent pétrole sous forme de biocarburant et autant sous forme de biogaz. Et donc ça correspond peu ou prou aux besoins de l'agriculture. Donc ça inclut les besoins directs, hein, la consommation de carburant pour les tracteurs, etc. Et ça inclut aussi les consommations indirectes, donc pour fabriquer des engrais, pour fabriquer des tracteurs, du matériel, etc. Et donc tout ça représente à peu près 10 millions de tonnes également, 10 millions de tonnes équivalent pétrole également. Ce qui veut dire que le reste, la contribution de l'agriculture française dans cette projection avec les hypothèses qu'on a retenues, serait de l'ordre de 10 millions de tonnes de biogaz et biocarburants pour les autres secteurs de l'économie. Un petit plus, une petite nuance, une petite spécificité de cette projection, c'est que on garde une production de tourteaux protéiques, donc de colza, les restes de colza quand on a fait du biocarburant, qui permettrait de réduire les importations, notamment de soja pour nourrir les animaux. La troisième projection, qui vise à contribuer à la sécurité alimentaire internationale, on voit qu'elle permet une capacité d'export significative, hein. On arrive à répondre aux besoins de l'ordre de 170 millions de personnes en calories, 230 millions en protéines. Donc, on est en capacité de vraiment contribuer à nourrir une part significative de la population au niveau mondial. Et donc, on fait par contre ici l'hypothèse que nos exportations, elles serviront principalement à nourrir des humains et pas des animaux, puisque aujourd'hui, quand on exporte des céréales, etc., on n'a pas la main sur ce à quoi elles vont servir et parfois elles servent à nourrir des animaux. C'est aussi une trajectoire qui sous-entend que les exportations, elles se font dans un cadre commercial qui limite les effets de la concurrence entre nos exportations et les agriculteurs et les agricultures des pays qui importent. Puisque c'est aujourd'hui une critique, hein, une remarque qui existe, qui est que quand on exporte des céréales particulièrement pas chères, en fait, ça devient difficile pour les pays qui les reçoivent de développer leur production qui coûterait plus cher pour se nourrir au niveau local. Voilà. Donc, ces trajectoires-là, elles sont, comme je l'ai dit, vraiment intermédiaires. Elles servent donc de base de discussion avec les acteurs. Et donc, on doit entamer une seconde phase de test et de projection qui passe par une concertation importante avec les différentes parties prenantes, les acteurs économiques, etc., sur ces questions. Et l'idée, c'est de construire un nouveau jeu d'hypothèses, d'améliorer ce qu'on a fait, pour d'une part atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre à hauteur des objectifs de la SNBC, de tester une activation plus ambitieuse de ces leviers pour la transition agroécologique, hein, donc vraiment prendre en compte les questions de biodiversité, etc. Également les enjeux liés à l'eau. On a besoin aussi d'estimer un peu mieux les enjeux autour du stockage carbone par l'agriculture, donc dans les sols, dans la biomasse ligneuse, etc. Et puis, on souhaite simuler des aléas et des contraintes spécifiques, donc faire des stress tests sur nos modèles, nos projections, avec l'idée d'identifier les effets d'aléas climatiques exceptionnels, parce qu'on sait que le changement climatique va passer par ça, sur les rendements et surtout les fonctions que l'agriculture rend à la société. On souhaite également voir un peu ce qui se passe quand on met des tensions sur l'énergie et sur les engrais de synthèse.
Ce sont des choses qui sont, voilà, qu'on souhaite étudier. Et enfin, on souhaite élaborer une trajectoire spécifique, donc bouclage shift, hein, comme on fait dans les différents secteurs de l'économie, qui s'inscrit dans une tendance de réduction des gaz à effet de serre de l'ordre de moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre par an. Voilà, et donc ça, cette dernière trajectoire n'a pas forcément vocation à être prescriptive, c'est plutôt voir un peu si on a une vision plus ambitieuse que la SNBC, où est-ce que ça nous emmène, à quoi ressemblerait l'agriculture française. Voilà, donc l'idée à partir de là, c'est d'aller vers des élaborations de recommandations sur la base des enjeux physiques de l'agriculture française. Et je vais laisser la parole à Céline pour le petit mot de conclusion. Merci Corentin, merci Laure, merci à tous pour votre écoute. Donc je rappelle, on n'en est qu'à un stade intermédiaire des travaux. Donc comme l'a dit Corentin, on a encore beaucoup de travail avec l'utilisation de ces outils pour essayer d'imaginer vraiment une organisation future du système agricole, mais on peut quand même déjà retenir quelques grands messages, à la fois des inquiétudes en fait sur la résilience du système, tout simplement du fait des hypothèses de rendement, Jean-Marc l'a évoqué tout à l'heure, qui sont vraiment très incertains, des horizons aussi lointains, en termes de niveau de production, mais aussi en termes de régularité des rendements. La question de la résilience des sols, qui nous semble capitale pour continuer à produire quelque chose sur notre territoire, et puis donc de tenir compte de ces contraintes pour raisonner la contribution de l'agriculture à la décarbonation des autres secteurs de façon prudente. On voit que, enfin, on imagine, enfin, on voit, pardon, que l'atteinte des objectifs d'atténuation qui sont quand même ambitieux pour tous, et en particulier pour le secteur agricole, hein, donc 48 millions de tonnes en 2050, c'est à peu près la moitié des émissions de 2015. Le système agricole n'est pas pilotable aussi facilement que d'autres secteurs, et donc il est probable qu'il restera des émissions incompressibles du secteur à cette échéance. Mais ça impliquera de développer des leviers qui sont déjà d'ailleurs activés par des agriculteurs engagés, et il y en a plus qu'on l'imagine dans les fermes, dans tous les territoires, que ce soit en production végétale ou en production animale. Donc déployer des leviers d'efficacité, mais aussi des leviers plus ambitieux de transformation. Il nous semble, enfin, il est impossible de demander au secteur de se transformer, d'évoluer sans considérer les questions de politiques agricoles. Et effectivement, les élections de ce dimanche sont très importantes pour le secteur agricole qui est depuis des décennies organisé par la politique agricole commune, qui a été une des grandes premières politiques européennes, même si le budget aujourd'hui, qui reste conséquent, a plutôt tendance à décroître par rapport au reste des secteurs, et donc le besoin de priorités politiques claires. C'est pour ça qu'on a souhaité solliciter l'avis d'un grand expert, et donc de Sophie Devienne, qui est professeure d'agriculture comparée à AgroParisTech, pour nous parler, nous éclairer des implications socio-économiques de cette adaptation. Mais auparavant, je laisse la parole quelques minutes à Emma, qui souhaite vous présenter la grande consultation des agriculteurs qui vient de démarrer. Merci beaucoup, Céline. Donc oui, je voulais vous parler en quelques secondes de la grande consultation des agriculteurs que le Shift Project lance en partenariat avec l'association des Shifters et d'autres partenaires. Donc, on remercie beaucoup les bénévoles qui se sont mobilisés pour créer cette enquête qui est en ligne. Vous pouvez y accéder via le lien grandeconsultationagri.fr. Et l'objectif, c'est donc que les agriculteurs et les agricultrices donnent leur avis sur tous les enjeux dont nous avons parlé, partagent leur perception des risques, leurs freins, leurs besoins, leurs attentes pour enrichir nos travaux en vue du rapport final qui sera publié le 28 novembre. C'est une consultation qu'on a conçue pour qu'elle soit assez courte, donc 10-15 minutes. On peut y répondre depuis un téléphone sur un tracteur. Elle concerne toutes les activités agricoles. Le périmètre, c'est la France métropolitaine. Donc, vous pouvez y accéder dès maintenant. Et nous avons également créé un kit de diffusion à destination de toutes les personnes qui souhaitent relayer cette grande consultation à leur réseau d'agriculteurs, d'agricultrices. Et ce kit de diffusion est accessible via le site du Shift Project. Il contient donc toutes les ressources pour relayer massivement cette consultation. Elle sera ouverte donc jusqu'à la publication du rapport final, mais nous vous encourageons à y répondre dès maintenant pour que nous puissions tenir compte de vos réponses lors de la phase de recherche en vue du rapport final.
Je vais donc tout de suite passer la parole à Sophie de Vienne, qui a été présentée par Céline. Et je vous rappelle qu'on aura un temps de questions-réponses à l'issue de la table ronde, donc à 15h55, avec l'équipe du Shift, avec Sophie de Vienne, les intervenants de la table ronde. Donc voilà, gardez vos questions à ce moment-là. Et en attendant, vous pouvez également poser vos questions via l'onglet Q&R de Zoom. Sophie, c'est à vous. Merci beaucoup de me donner la parole. Alors, je m'excuse, mais je sors d'une bronchite et donc ma voix manque un petit peu de force. Voilà, je voudrais pouvoir partager mon écran, s'il te plaît, Emma. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, mon écran. Donc l'idée, c'est de s'intéresser. Donc je me présente d'abord, Sophie Devienne, je suis enseignante à AgroParisTech dans le département sciences économiques et sociales et plus particulièrement dans l'UFR d'agriculture comparée et développement agricole qui en son temps a été créé par René Dumont. Donc l'idée c'est de s'intéresser donc aux aspects socio-économiques et donc par rapport à la transition écologique, en fait, les questions qui se posent, c'est de savoir à quelles conditions et comment, c'est-à-dire qu'on va revenir au niveau des exploitations agricoles et de voir les problèmes qui se posent. Et pour pouvoir essayer de comprendre à quelles conditions cette transition peut avoir lieu, eh bien, il faut s'intéresser, revenir un petit peu aux transformations passées de cette agriculture, aux transformations en cours, pour essayer de mieux comprendre à quelles conditions les agriculteurs pourraient s'engager dans la transition agroécologique. Alors, si on revient un petit peu en arrière, moi je ne reviendrai pas au néolithique aujourd'hui, je vais essayer d'être assez synthétique en 15 minutes, mais je pense que c'est important de voir qu'on part dans les années 50 de systèmes qu'on qualifie de polyculture-élevage, donc une association très étroite entre agriculture et élevage, très peu dépendant des achats à l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'ils sont en autarcie, hein, donc il y a des achats d'équipements, il y a des achats d'amendements aussi pour remonter le pH des sols qui pourrait être trop acide dans certaines régions. Mais on a une très grande intégration des cultures au niveau des rotations avec une couverture du sol dans certaines régions qui est quasi permanente. Des cultures qui fournissent à la fois l'alimentation humaine mais aussi l'alimentation animale. Plusieurs élevages qui valorisent, qui sont entièrement dépendants de ce qui est cultivé sur la ferme et qui permettent en retour de donner, enfin de fournir du fumier, de la force de traction. Et donc l'ensemble de l'alimentation de la famille repose sur ces productions avec très peu d'achats à l'extérieur et on a une vente de surplus dont la nature dépend des conditions pédoclimatiques dans lesquelles se trouvent les exploitations agricoles. Donc ça c'est le schéma de départ quasiment dans toutes les régions agricoles de France et on va assister à partir des années 50 à une grande révolution agricole qui est en fait l'application de la révolution des Trente Glorieuses au monde agricole. Et donc les solutions techniques qui sont proposées au monde agricole, elles s'inspirent du monde industriel. Ça a été dit tout à l'heure, c'est l'industrie du tracteur, c'est la pétrochimie. Donc ça veut dire la motorisation et puis progressivement la motomécanisation avec des machines de plus en plus complexes. C'est la chimie avec les engrais, les produits phyto et zoosanitaires. Et en fait, je crois que ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que le développement agricole qui va prendre place va viser à adapter le matériel biologique et les écosystèmes à ces nouvelles machines et à ces nouveaux intrants pour essayer de les valoriser au mieux. Donc, ça sera la sélection génétique et on va souvent confondre d'ailleurs sélection génétique avec amélioration génétique. C'est-à-dire essayer de produire plus et avec une alimentation en face, aussi bien pour les plantes que pour les animaux adaptés grâce au recours aux intrants. Et puis c'est l'adaptation aussi des écosystèmes, c'est-à-dire que plutôt que de s'appuyer sur les capacités intrinsèques des écosystèmes, eh bien, on va les adapter progressivement à l'utilisation de ces machines et il va y avoir des subventions publiques d'ailleurs pour ça, pour l'arrachage des haies, pour le drainage, pour l'irrigation, pour maîtriser au mieux le cycle de l'eau, la biodiversité et de se lancer dans cette révolution agricole. Alors, si on regarde au niveau des exploitations agricoles, eh bien, on se rend compte que, et c'est pour ça que c'est difficile de sortir de ces systèmes, c'est que les transformations, elles vont être systémiques. Et elles visent toutes au même objectif, qui est d'accroître le volume produit par actif. Et on est encore
très largement quand même sur ce trend depuis les années 50. Et différents leviers vont être utilisés par les agriculteurs, qu'il s'agisse d'abord de l'adoption d'équipements qui sont toujours de plus en plus performants, et ce mouvement n'est pas terminé loin de là, qui permettent de toujours repousser plus loin la surface qu'un actif agricole peut prendre en charge ou le nombre d'animaux qu'il peut prendre en charge. Et ces équipements qui sont très coûteux, il faut les rentabiliser et en fait, on va avoir un ensemble de transformations dans les systèmes qui vont viser à rentabiliser ces investissements. D'abord, la spécialisation pour utiliser toute sa surface pour rentabiliser l'investissement très lourd qu'on va faire et on va choisir souvent entre élevage et culture et on va choisir entre les élevages et ça dépend de la surface et des conditions pédoclimatiques et socio-économiques. On va simplifier les rotations, on peut le faire. Alors, ce qui est important, c'est que cette spécialisation, cette simplification des rotations, qui était impensable auparavant, elle est permise par le recours aux intrants, les engrais, les produits phytosanitaires, en fait, qui vont remplacer les logiques de précédents agronomiques, c'est-à-dire toute la complémentarité entre les cultures, elle va voler en éclats avec ces intrants. Et dans le même temps, on va chercher à accroître les rendements, là aussi avec la sélection génétique et l'utilisation de tous les intrants. Pour les animaux, ça sera aussi des fourrages à haute densité énergétique, le maïs par exemple, pour les herbivores, qui est pauvre en protéines et donc qui va impliquer l'importation de tourteaux de soja. Mais on va aussi de plus en plus simplifier le travail, qui permet d'augmenter la surface par actif, par exemple, en se passant du labour pour passer au travail superficiel, ce qui suppose dans bien des cas de recourir aux herbicides. Pareil, dans la conduite des élevages, l'organisation du travail va aussi faire partie de ce mouvement, et quitte à recourir plus à des équipements et puis un certain nombre d'intrants. Et donc, tout ça, ça va permettre d'accroître le volume produit par actif, et ça sera vraiment le maître mot de tout le développement agricole depuis les années 50. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans tous les secteurs, l'accroissement de ce que j'appelle la productivité physique du travail, c'est-à-dire le volume produit par actif, il repose sur un capital fixe de plus en plus important par actif. Il a été souligné, je fais partie de la commission des comptes de l'agriculture de la nation et lors de la dernière réunion, il a été mis en avant le fait que l'agriculture est le secteur où le capital par actif est le plus élevé, ce qui pose un certain nombre de problèmes pour la reprise des exploitations agricoles et sur la situation financière d'un certain nombre d'exploitations. Et puis ça repose aussi sur un recours très important aux intrants. Et ce qu'on voit avec ce qui se profile à l'horizon, c'est que, pardon, et mes animations ne passent pas, mais c'est pas grave, on a un mouvement qui a toutes les chances de se poursuivre, voire de s'accélérer. Moi, je travaille beaucoup sur l'agriculture des États-Unis, et ce dont je me rends compte, c'est que comme ils ont un temps d'avance dans l'adoption des nouveaux moyens de production, de la nouvelle révolution technologique en cours, robotique, numérique, mais aussi les biotechnologies, eh bien, on voit la vitesse d'accroissement de la productivité du travail s'accélérer aux États-Unis de manière très nette depuis la fin des années 90. Donc, ça veut dire l'automation, ça veut dire des équipements, j'ai mis exprès des photos. On a aujourd'hui les derniers semoirs à maïs qui permettent de semer 40 hectares à l'heure, derrière des tracteurs de 560 chevaux aux États-Unis, c'est ça qui se développe aujourd'hui, avec la possibilité d'avoir des tracteurs autonomes. Le premier tracteur autonome a été sorti en 2022 aux États-Unis, avec une agriculture de précision grâce à l'informatique qui permet d'avoir la même précision, y compris sur des grandes surfaces. Et j'insisterai sur le fait que les OGM participent de ce mouvement parce qu'ils permettent aussi de simplifier le travail et d'installer par exemple une culture de soja en un seul passage grâce à du soja résistant aux herbicides totaux. Donc on voit que ce mouvement, il a encore beaucoup d'avenir devant lui. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les conséquences économiques de ce mouvement. Alors pour ça, je m'appuierai sur les comptes de la nation, donc qui sont produits par l'INSEE chaque année. Et que montre l'INSEE? Eh bien, quelque chose qui n'est pas si évident que ça dans la tête de tout le monde, c'est que depuis les années 1960, eh bien, l'agriculture est le secteur de l'économie française à enregistrer l'accroissement de la productivité physique du travail, c'est-à-dire l'accroissement du volume produit par actif, le plus rapide de toute l'économie française.
on est quasiment de manière ininterrompue à peu près 4% par an en moyenne d'accroissement du volume qu'un actif agricole peut produire, contre 1,8% en moyenne pour l'ensemble de l'économie. Donc des gains de productivité qui sont absolument considérables et qui relèvent en fait de l'ensemble des transformations que je viens de décrire et qui se font, pourquoi d'abord comment est-ce qu'on peut expliquer que ça a été plus rapide dans le secteur agricole que dans les autres secteurs de l'économie? Eh bien, pour les raisons qui ont déjà été évoquées, à savoir s'il y a un besoin fondamental, c'est un de ceux qui sont fondamentaux, c'est celui de manger plusieurs fois par jour, avec un secteur qui est soumis quand même à un certain nombre d'aléas sur le plan notamment climatique. Eh bien, les politiques agricoles de tout temps, et là on peut remonter à l'Antiquité, se sont intéressées en fait à soutenir cette production de vivres pour nourrir la population et assurer une certaine sécurité alimentaire. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les politiques publiques qui ont été mises en place, elles ont été très actives dans le secteur agricole. Et il n'y a pas que la politique agricole commune, il y a aussi la politique des structures françaises qui a accompagné ce mouvement-là et qui a, ne serait-ce que par exemple par la sécurité d'accès au foncier, a permis un certain nombre d'investissements et a permis, y compris aux fermiers, de réaliser cette révolution agricole. Mais on a aussi, bien sûr, la politique agricole commune. Et je pense que ce qui est important de voir, c'est que la politique agricole commune, depuis ses débuts dans les années 60 jusqu'en 92, elle a offert des prix garantis aux agriculteurs, ce qui leur donnait un horizon, hein, je dirais, qui était supérieur au marché mondial, avec un système de taxes à l'importation et de subventions à l'exportation. L'Union européenne étant devenue excédentaire, on a abaissé les prix, je vous fais en résumé, au niveau du prix du marché mondial et on a compensé en versant des aides directes aux agriculteurs qui sont proportionnels à la surface et au rendement à l'échelle du département. Donc on a eu les plus grandes exploitations qui touchaient plus d'aides et les départements où on avait les rendements les plus élevés qui touchaient aussi plus d'aides par unité de surface. C'était destiné à compenser la baisse de prix. Et puis ensuite, en 2006, on a découplé ces aides, mais on est resté sur une référence historique, donc on a figé un petit peu ces inégalités de répartition des aides. Et ensuite, à partir de 2014, on a essayé de redistribuer un petit peu, on avait déjà essayé un peu en 2008, mais d'essayer d'avoir une convergence un peu plus grande entre les régions, de les verdir un peu plus, de renforcer la conditionnalité aussi des aides pour aller plus pour essayer de soutenir la transition écologique. Mais ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'on a des aides qui restent non plafonnées. On a essayé de verser des aides un peu plus élevées pour les premiers hectares, mais ça reste quand même un mouvement timide. C'est ce qu'on appelle le paiement redistributif et il touche que 10% à peu près des montants qui sont distribués aux agriculteurs. Et puis, on a quand même un second pilier qui peine à soutenir la transition agroécologique avec des soutiens qui sont moins importants et bien souvent plafonnés. Donc, on voit qu'on a une politique agricole qui, finalement, a donné pendant un certain temps une sécurité aux agriculteurs. Elle continue aujourd'hui par le fait que les aides ne sont pas plafonnées à soutenir ce mouvement d'agrandissement dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Donc ça fournit un cadre qui va favoriser les investissements des agriculteurs. Ça a été particulièrement vrai jusqu'en 2006. Ensuite, on a la recherche qui a aussi poussé à ce mouvement-là et l'INRAE a mis du temps en fait à revenir à une recherche plus globale, plus systémique et qui soit pas très orientée vers l'accroissement des rendements et puis l'efficacité, on va dire, productive sur le plan des volumes de cette agriculture. Alors, on a avec ce cadre, à la fois la recherche, la politique agricole, on a des exploitations agricoles qui sont en majorité familiales, qui vont investir pour assurer la rémunération de leur travail, voire la reprise de l'outil de production par leurs fils, c'est-à-dire pouvoir transmettre ce dont on a hérité, et qui ne raisonnent pas rémunération du capital, comme le ferait une entreprise où on a une dissociation entre capital et travail. Là, on a bien de la main-d'œuvre familiale et qui va investir dès qu'elle en a les moyens, et ce d'autant plus qu'elle a un cadre extrêmement favorable. Alors, ça explique pourquoi ce secteur va connaître des gains de productivité qui sont considérables et beaucoup plus rapides que les autres secteurs de l'économie. Et ça se traduit par le fait qu'on a des prix agricoles
qui, et là je les ai mis qu'à partir de 1970, c'est en monnaie constante, donc c'est hors inflation, mais on pourrait constater ça depuis le début des années 60, hein. On a une baisse très rapide, des produits particulièrement rapides jusque 2010 à peu près, du prix des produits agricoles et qui est beaucoup plus rapide que celle des consommations intermédiaires, dont le prix grosso modo se maintient sur l'ensemble de la période. Et on a une évolution très défavorable du prix des machines et biens d'équipement consommés par l'agriculture, ce qui fait qu'on a un ciseau des prix qui fait qu'un agriculteur qui ne change rien à son exploitation agricole pendant toute sa carrière, mais il se retrouve pris dans ce ciseau des prix et il voit son revenu mécaniquement diminuer par le fait que le rapport des prix est extrêmement défavorable. J'ajouterais que cette érosion des prix agricoles particulièrement forte jusqu'en 2010, elle a cédé la place à une érosion moins forte, mais beaucoup plus chahutée des prix agricoles, qui fait que ça donne très peu de visibilité aux agriculteurs par rapport aux investissements qu'ils doivent réaliser. Et avec un contexte où les machines et biens d'équipement, on voit bien que eux, ils continuent à augmenter de manière extrêmement régulière. Alors, qu'est-ce que ça donne sur l'ensemble de la branche agricole en monnaie constante? Et là, vous avez l'évolution depuis 1959 de la production agricole. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, dont on voit que l'accroissement en volume n'a pas permis de compenser la baisse des prix. On voit que les consommations intermédiaires, donc les intrants, ont augmenté pour se maintenir en monnaie constante, que la consommation de capital fixe a augmenté de manière progressive, et on voit en fait que la valeur ajoutée, la richesse créée par le secteur agricole, a diminué très rapidement avant, grosso modo, de se stabiliser, est augmenté un tout petit peu ces dernières années grâce à l'augmentation des prix agricoles. Et le revenu, une fois qu'on a créé la richesse, hein, la richesse c'est la valeur de la production, moins la consommation de biens et services, moins la consommation de capital fixe, mais c'est pas ce que garde l'agriculteur, parce que l'agriculteur, là-dessus, il doit encore payer la rente foncière, les intérêts du capital, les salariés s'il y en a, les impôts, les assurances, etc. Et donc, du coup, le revenu net d'entreprise agricole, eh bien, on voit qu'il a fondu comme neige au soleil, et heureusement que les subventions sont là, et on voit que certaines années, le revenu est même inférieur aux subventions pour l'ensemble de la branche agricole. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ben, avec un revenu qui diminue, pour que le revenu par actif se maintienne, eh bien, il faut que le nombre d'actifs diminue, et ça a été considérable, cette érosion des actifs. Mais on est dans une espèce de course-poursuite, en fait, où il faut que les agriculteurs agrandissent, produisent toujours plus pour réussir à maintenir leurs revenus, et dans un ciseau de prix qui est extrêmement défavorable. Et j'insiste sur le fait que la richesse créée, qui représentait à peu près 50% de la valeur de la production agricole dans les années 50, par le fait de la perte d'autonomie de l'agriculture française, eh bien, aujourd'hui, elle ne représente plus que 25% de la production agricole. C'est-à-dire que par rapport à la valeur de sa production, et on retrouve ça à peu près ces ratios dans les exploitations agricoles, c'est-à-dire que par rapport à la valeur de la production, on a à peu près 60% de la valeur de la production qui est destinée à payer les intrants, tout ce qui vient de l'extérieur, les engrais, les phytos, les services, etc. Ensuite, on a la consommation de capital fixe, et ça veut dire qu'il ne reste plus que 25% pour payer les intérêts, les fermages, tout ce qui est répartition de la richesse, et ce qui explique que la situation, elle peut être extrêmement difficile pour les agriculteurs. Alors donc, moi, j'insisterai sur le fait que les enjeux aujourd'hui pour l'agriculture, hein, c'est à la fois sur le plan environnemental, bien sûr, mais aussi économique et social. C'est-à-dire qu'on a une valeur ajoutée qui s'est érodée, qui représente plus que 25% du produit brut, un capital par actif toujours plus élevé, une diminution de l'emploi, des inégalités de développement. S'ajoute à ça des choses qui ont déjà été dites, je ne reviens pas là-dessus, mais j'insiste simplement sur le fait que la simplification des agroécosystèmes fait qu'on a une dépendance accrue aux intrants parce que la capacité intrinsèque à produire de ces écosystèmes qui ont été énormément simplifiés, elle a diminué. Et j'ajoute à ça que le changement climatique va engendrer des chocs, une variabilité croissante, mais il y a aussi une forte variabilité des prix qui est très marquée depuis les 10 dernières années, avec la dérégulation des politiques agricoles, mais aussi avec les impacts du changement climatique. Et donc, sur le plan économique,
on a cette spécialisation et cette simplification des agroécosystèmes et des systèmes de production qui font qu'ils sont encore plus fragiles, aussi bien au niveau des systèmes de production que des agroécosystèmes, face aux aléas, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient aussi économiques. Alors du coup, pour aller on a, je pense, ce qui est très important de voir, c'est qu'on a des enjeux environnementaux, certes, mais on a aussi des enjeux économiques et sociaux. Et si on s'en tient qu'aux enjeux environnementaux, eh bien, on voit bien qu'il y a des outils capitalistiques qui arrivent aujourd'hui, des équipements nouveaux avec l'agriculture et l'élevage de précision, qui est la robotisation, qui vont permettre de diminuer l'impact de l'agriculture sur l'environnement, mais qui prolongent le mouvement de toujours plus de capital par actif. Alors qu'il existe un autre système qui est l'agroécologie, qui consiste à essayer de se servir des régulations biologiques, de la biodiversité fonctionnelle, pour arriver à des systèmes qui sont plus autonomes, plus satisfaisants sur le plan environnemental, mais aussi économique et social, c'est-à-dire qui visent non pas à maximiser le produit brut, mais à préserver la valeur ajoutée en diminuant les coûts. Alors, je voudrais juste donner un petit exemple, parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais sur les systèmes herbagés, par exemple, eh bien, on voit, et c'est ça qui est important de noter, c'est qu'on est sur des transformations qui sont systémiques. C'est-à-dire, c'est pas juste changer un élément du système, mais c'est bouleverser complètement le fonctionnement du système. Et là, par exemple, les systèmes bovins laitiers herbagés, c'est à la fois d'avoir des prairies qui soient autonomes, prairies temporaires qui associent graminées et légumineuses, de longue durée, privilégier le pâturage par les animaux, d'un fourrage qui est équilibré pour éviter d'avoir recours à du soja. Ça veut dire peut-être produire moins par vache, mais ça veut dire aussi produire moins aussi par hectare, mais diminuer considérablement les intrants pour les cultures, et notamment les engrais azotés, diminuer les stocks fourragers, diminuer l'emploi des machines, diminuer les achats concentrés, diminuer la consommation de carburant, stocker du carbone au niveau des prairies. Et si on regarde au niveau des résultats économiques, donc là je vous le montre aussi bien pour des systèmes bovins laitiers, caprins laitiers, ovins laitiers, quand on regarde en euros par hectare le produit brut, vous avez ici le produit brut pour chacun de ces systèmes, vous avez le système classique, moi je dirais, bon, je ne sais pas comment il faut l'appeler, conventionnel, diraient certains, et puis les systèmes agroécologiques à côté, que j'ai appelés SPEA, eh bien vous voyez qu'ils produisent moins par unité de surface, surtout en bovin lait, mais ils sont beaucoup moins gourmands en intrants et en capital fixe, ce qui fait qu'au total, la valeur ajoutée par unité de surface est beaucoup plus importante, et ce qui permet aux éleveurs eh bien, de vivre avec une surface qui est moins importante. Alors, je ne vais pas détailler ce qui se passe en grande culture, c'est un peu moins abouti, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de tâtonnements et le fait de ne pas avoir d'élevage rend les choses beaucoup plus difficiles. Mais il y a aussi des recherches qui sont très intéressantes et je trouve cette photo, par exemple, moi, c'est quelque chose qui m'a assez fascinée. Les plantes de couverture, il y a couverture et couverture, et on voit certains agriculteurs qui arrivent sur des plantes de couverture grâce aussi au changement climatique et au réchauffement, de produire 6 à 7 tonnes de biomasse aérienne par hectare pendant le couvert, entre la culture d'hiver et la culture de printemps, et 2 tonnes de matière sèche racinaire, ce qui est considérable. Donc au total, et je terminerai là-dessus, ce qui me semble important, c'est qu'on voit quand on regarde ce qui se passe, et Céline l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'agriculteurs qui testent des choses, et il y a des choses qui sont très réussies et qui ont une certaine, d'ailleurs, expérience longue sur laquelle on peut s'appuyer. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'enseignement de ce qu'on voit chez les agriculteurs? Eh bien, ce qui me semble important pour que les agriculteurs passent à la transition agroécologique, c'est bien, vous l'avez compris, de lier l'économique et aussi l'environnemental. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut que les agriculteurs en aient les moyens. Et les moyens, c'est des moyens techniques. Et là, c'est une révolution complète. C'est-à-dire, ça n'est plus le top-down avec une recherche qui conçoit et des agriculteurs qui appliquent, puisqu'il va falloir réfléchir, observer, tester, mettre au point en fait des référentiels techniques qui soient adaptés aux conditions pédoclimatiques, puisqu'on va s'appuyer sur les potentialités intrinsèques, les capacités de production intrinsèques des écosystèmes. Et donc ça nécessite aussi une formation, parce que c'est une autre manière de produire, des connaissances scientifiques aussi, qui ne sont pas forcément classiques dans la formation des agriculteurs. Et ce qu'on voit, c'est que très souvent, ça marche mieux en petits groupes, et avec une capitalisation des expériences qui reste à faire, je pense, qui est terriblement manquante, et avec un appui de la recherche qui est plus dans la co-conception que la recherche qui conçoit pour les agriculteurs. Il faut qu'ils en aient les moyens économiques. Parfois, ce sont de nouvelles productions avec des débouchés spécifiques.
Et sur les moyens économiques, il y a aussi toute la période où on essuie les plâtres et où progressivement il faut mettre au point ces systèmes. Et donc la transition est importante et il faut des politiques publiques dédiées qui sont très différentes de celles qui sont mises en place aujourd'hui. Les MAE sont pas du tout suffisantes par rapport aux exigences de cette transition. Puis je pense que une chose qui est très importante, c'est que les agriculteurs y aient intérêt à la fois au niveau des performances économiques, qu'ils s'y retrouvent. On ne les envoie pas dans quelque chose qui ne leur permet pas de vivre de leur activité agricole et que ça soit vivable aussi au niveau des conditions de travail. Et là, je voulais juste terminer avec quelques verbatims des agriculteurs qui sont en agroécologie pour montrer que, enfin moi, quand j'ai un agriculteur chez qui j'arrive et qui me dit l'écologie, c'est l'économie, mais c'est en rupture totale par rapport au discours dominant qu'on entend en ce moment, que l'environnement, c'est juste des normes et des obligations pour les agriculteurs. Quand on entend l'assurance face au climat, c'est le taux de matière organique du sol, qu'on privilégie les approches globales plutôt que les approches sur culture par culture, qu'on raisonne rentabilité globale et pas rentabilité par culture. Tout ça, c'est des changements de paradigme qui sont difficiles et qu'il faut accompagner. Je m'arrête là, excusez-moi, j'étais un petit peu trop long et je vais donc arrêter le partage de l'écran. Merci de votre attention.